Pour reprendre, donc pour essayer de voir clair, enfin, je pense que déjà après le cours de Fanny Bajol, c'est extrêmement clair, ça devrait être extrêmement clair pour vous. Donc, on va parler bien sûr de la situation idéale avec le VD tripartite où l'enfant ira avoir une perforation au caté, plus ou moins une commission automichirurgicale, du VD bipartite, ou comme vous avez vu, c'est là la grosse discussion parce que on va faire à la fois la dilatation et puis après on va voir si c'est un stenting du canal ou une anastomose ou une ouverture VDAP. Et c'est un enfant qui aura probablement plus tard un caveau pulmonaire partiel, donc c'est une réparation à un ventricule et demi. Et puis là, la situation dans le VD unipartite, la situation est très simple. C'est un ventricule unique de type gauche. Donc ça nous ramène au cours de hier, en fait. C'est une réparation à un seul ventricule. Sauf qu'il n'aura forcément pas besoin d'une Norwood puisque c'est un ventricule de type gauche où on a une mitrale et une aorte. Et donc, du coup, ça sera une anastomose système copulmonaire, tout simplement, en attendant le programme fondant. Alors, donc en préopératoire, il s'agit bien sûr d'une urgence néonatale, il faudra le mettre sous prostine parce que c'est une ductodépendance pour la circulation pulmonaire. Ce sont, à la différence de l'abso que vous allons voir dans l'heure qui suit, il y a pas de collatéralité. Donc, il n'y a pas d'autre source de vascularisation du poumon. Donc, ils sont vraiment ductodépendants. Donc, c'est une procédure où il va falloir préserver les abords artério-veineux puisque ce sont des multiples interventions à venir. Donc, éviter au maximum les cathés intempestifs, de pose de cathés intempestifs en préop et essayer d'administrer cette prostine surtout sur des voies périphériques, tant que possible. Alors, Alors, on est donc au début de l'anesthésie. Il va falloir favoriser le débit pulmonaire par le canal artériel. Ok, c'est un grand principe. Maintenant, la taille du canal est variable. D'accord? Donc, il ne faut pas non plus noyer le bébé. Donc, vous allez vous adapter en fait à la saturation de l'enfant. La plupart du temps, bien sûr, elle est pas très élevée. Et la plupart du temps, il faut favoriser le débit par le canal. Mais voilà, en cas d'un énorme canal, ne le noyez pas non plus. Donc, pour favoriser le débit à travers le canal, diminution des résistances vasculaires pulmonaires par légère hypocapnie, éviction de toute acidose, pression de ventilation basse, hémoglobine pas trop élevée, et puis ne pas trop vasodilater la périphérie parce que ce qui pousse dans le canal artériel, c'est la pression systémique. Donc, si vous le vasodilatez trop, qu'il devient trop hypotendu, bah, il va pas saturer non plus. Donc, favoriser plutôt les trucs d'anesthésie un peu moins vasodilatateurs, donc je dirais comme hier, éviter à tout prix le propofol, faire des toutes petites doses de benzodiazépine et puis surtout donner des bonnes doses de morphinique et puis des curares pour l'intubation sont de toute façon nécessaires. Les drogues inotropes parfois nécessaires, vraiment très rarement. Et puis extraordinairement, rarement, exceptionnellement, du NO inhalé, si des saturations malgré des FiO2 très élevés. Mais ça voudrait dire que votre canal est en train de se fermer. Et donc à ce moment-là, il faudra surtout pas traîner en réanimation à essayer de lui mettre de l'ENO, mais surtout très vite l'amener au caté pour lui faire sa procédure ou à la chirurgie. Alors, je trouve que ça tourne mal. OK. Donc, nous sommes en salle de caté pour faire une procédure perforation-dilatation. Alors, d'emblée, c'est une anesthésie et une procédure à très haut risque. Donc, il est hors de question de faire ça en ventilation spontanée au caté en disant que finalement, comme c'est pas une chirurgie, ce n'est qu'un caté, on peut passer.
Moi-même, j'ai subi cette pression lorsque je suis arrivée à Marie-Lannelongue et on m'a juré qu'aucun nouveau-né n'a jamais été intubé en salle de cathé avant mon arrivée. Et ben, ne cédez pas à cette pression, c'est un très grand risque. Donc, Fanny vous a aussi expliqué en cas qu'il y avait un risque de perforation de l'infundibulum, de l'artère pulmonaire, un risque d'hémothorax, donc. Et à côté de ça, c'est une procédure où il y a une très grande modification du régime de pression dans le cœur. Vous avez vu, la décompression du ventricule droit peut finir avec un infarctus s'il y a une fistule coronaire ou cavitaire qui est passée inaperçue. Donc, il est hors de question de se lancer dans cette procédure avec un enfant en ventilation spontanée. Le cours sur le cathé se fera à Bordeaux à partir. Donc, je ne sais pas exactement ce qui va être dit, mais en tout cas, il y a il y a dans la Excusez-moi, ça coupe, j'entends littérature pas grand-chose. des... Eh oui, non, mais je vois que ça tourne mal et je vois que mes diapos ont du mal à passer. Et du coup, ce que je vais faire, je vais tout arrêter et je vais me reconnecter. Désolée. Désolée. Est-ce que là, ça va? Est-ce que ça va là? Oui, ça a l'air d'être mieux. Super, pardon.
Ok. Donc, je disais que c'était une procédure à très haut risque. Il fallait surtout pas essayer de faire une petite anesthésie parce que c'est une petite procédure. Ce n'est pas une petite procédure. Donc, elle peut être plus ou moins longue. Il y a un risque d'hémothorax par perforation de lymphodubolum ou de l'artère pulmonaire. Et puis, vous avez vu le problème de risque d'ischémie myocardique en cas où il y a une fistule coronaire cavitaire qui est passée inaperçue et avec un risque d'infarctus immédiat en père procédure si jamais une telle fistule existe. Donc, du coup, AG obligatoire pour moi. Il y a dans la littérature beaucoup de critères, des scores, des tableaux où partout la psy et la procédure, enfin la perforation dilatation percutanée passe pour une des procédures les plus risquées en période néonatale. Donc les prostaglandines, il faudra, comme elle vous a expliqué, les maintenir et puis les arrêter progressivement en post-procédure. Alors, le monitoring, c'est peut-être un peu exagéré de demander de poser un cathé central au cathé, bon, en sachant que les cathétériseurs vont avoir un abord et donc du coup, vous allez pouvoir utiliser leur abord. Donc ça, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est acceptable. On ne va pas non plus compliquer plus la procédure. Mais je dirais que ça dépend un peu surtout déjà de vos habitudes et de la rapidité de vos cathétériseurs et de la fiabilité de l'équipe et tout ça. Parce que, effectivement, enfin, moi, je parle de mon expérience, j'ai travaillé toujours avec des gens extrêmement euh, compétents, avec une expérience qui est très importante. Donc, à ce moment-là, oui, on peut effectivement se permettre de dire, tant pis, je pars sans cathéter central et puis le cathétériseur m'aidera. Mais faut-il encore que vous soyez sûr de votre équipe et de l'aide sur laquelle vous comptez. Alors, par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une saturation en susductal et en sous-ductal. Donc, comme ça, vous voyez un peu où vous en êtes et comment circule le canal artériel. Alors, je dirais les NIRS, euh, euh, donc cérébrales et rénales, là en l'occurrence, sont aussi très utiles parce que ils vous renseignent beaucoup sur le débit cardiaque, enfin oui, le débit systémique. Je ne vais pas revenir avec la même diapo que je vous ai déjà montré plusieurs fois avec le gradient somato-cérébral, mais c'est très élégant à surveiller de cette façon. Alors, le monitoring des gaz du sang, là aussi, votre cathétériseur doit accepter de vous prélever un petit gaz du sang de temps en temps. J'en vois régulièrement des nouveau-nés au cathé qui, au bout de 2 heures de procédure, n'ont toujours pas eu de gaz du sang et qui remontent en réa complètement acide, donc c'est pas acceptable. Euh, il y a un risque arrhythmogène lors des manœuvres au cathé. Donc, chaque fois que le cathétériseur va passer dans le ventricule droit et va toucher la tricuspide, il y a un risque important des troubles du rythme. Et puis, ce n'est surtout pas une procédure où on va réveiller le patient rapidement, tout de suite après. Déjà, il va être sous prostine. La prostine va être arrêtée progressivement et avec une surveillance échographique et donc, pendant tout ce temps-là, donc, le patient va être sous contrôle, ventilé. Alors, bien sûr, ça dépend de la fonction du VD. Vous avez compris que c'est pas une seule maladie, la psy, mais voilà. Prudence, on prendra son temps pour comprendre ce que la perforation a fait de son efficacité. Alors, lorsque on est dans le cadre où on doit faire, donc on a fait la procédure chirurgicale, on doit faire une procédure chirurgicale, donc soit une anastomose, soit une ouverture VDAP. Donc, le docteur Roussin va vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est une ouverture VDAP. Tout brièvement, pour qu'on ne parle pas dans le vide, eh bien, il s'agit de faire une commissurotomie pulmonaire et de aussi ouvrir l'anneau pulmonaire. Du coup, il y a un trou dans le cœur qui sera fermé par une transanulaire.
Donc, la suite de tout ça, c'est que l'enfant n'a plus de sténose valvulaire puisqu'il y a la commissurotomie et il n'y a pas de sténose annulaire non plus puisque l'anneau qui est hypoplasique a été aussi élargi. Mais du coup, avec ce patch qui commence sur l'infundibulum et qui se termine sur le tronc de la paix, il y a une fuite pulmonaire libre, obligatoire, qui, qui s'installe au moment de la procédure. Et donc, du coup, donc on est au bloc et on est soit, on a besoin de faire un anastomo systémico-pulmonaire, soit on fait cette ouverture VDAP. Alors, si on fait l'anastomo systémico-pulmonaire, on fait toujours tout au bloc pour essayer de la faire sans CEC, quitte à, à tolérer des saturations basses en sachant que ça va aller très vite. Mais faut-il encore que effectivement ça aille très vite et que vous arriviez avec vous quelqu'un qui vous fait une anastomose extrêmement vite. Ça coupe encore. Et, et surtout dans cette... Vous m'entendez plus? Vous m'entendez plus? Pas de son. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est revenu. C'est par moment seulement. D'accord. Bon, alors, en fait, je fais ce cours de chez moi et j'avoue que je parle le, je vais, je vais aller, je vais changer de place. Je vais aller dans le salon, c'est peut-être mieux. Alors, j'ai changé de place, donc peut-être que mon réseau est meilleur ici. Dites-moi s'il y a un son. Là, c'est bon. OK. Bon, bah, voilà. Donc, je disais, et les chirurgiens sont très réticents à faire des anastomos sous CEC. C'est tout à fait compréhensible parce que bah, il y a les conséquences pulmonaires de la CEC qui vont faire que ça va être difficile d'interpréter le flux à travers l'anastomose au moment de son déclampage. Et puis aussi parce que la plupart bah, sont suffisamment rapides et doués pour le faire rapidement. Maintenant, on ne va pas non plus tuer le bébé si au moment du clampage de l'artère pulmonaire, le shunt à travers la CIA, il n'y a plus rien qui passe dans le poumon, le shunt à travers la CIA se majore brutalement et on a une désaturation monstrueuse. Bon, on ne va pas non plus... donc à ce moment-là, on peut effectivement faire un instomo sous CEC. Maintenant, dans les institutions où j'ai travaillé, la CEC était toujours prête au moment où on commençait une anastomose. Donc, c'est bien la preuve que on n'est pas inconscient et que, au cas où ça se passerait mal, bah, le clampage de la paix, on voit comment réagit le bébé. Alors, ce qui est en tout cas bien, c'est qu'aucune de ces procédures, que ce soit une anastomose ou l'ouverture VDAP, ne nécessite de clampage. Donc, c'est une CEC d'assistance seulement. Et donc, Dr Roussin va vous montrer le détail. Il faut que l'hémostase soit rigoureuse pour maintenir un hématocrit stable parce que vous allez devoir évaluer le flux à travers le canal et puis si ça saigne et que vous êtes dans le remplissage, vous allez avoir beaucoup de mal à suivre la réalité des choses. Alors, à la fin que ce soit une ouverture VDAP ou
l'anastomose. À la fin de la chirurgie, vous allez avoir une diminution de la pression dans le VD si c'est une ouverture VDAP et surtout une augmentation du débit pulmonaire. Alors, la FiO2, il va falloir l'adapter à la saturation. Le QP est très variable avec la FiO2, la volémie, les inotropes, si anastomose. Alors, effectivement, ce débit va se stabiliser dans les heures et les jours qui suivent. Mais tout de suite après, au moment du déclampage, le débit est extrêmement variable. Donc, du coup, il est hors de question bien sûr, de quitter le bébé à ce moment-là, mais surtout, c'est vous qui gérez la FiO2, c'est pas l'infirmier anesthésiste. La moindre minute passée à une FiO2 trop élevée peut noyer et le mettre en édème pulmonaire. La volémie, toujours, il s'agit donc d'une cardiopathie de type de cardiopathie droite, donc forcément très très volodépendante. Alors, les inotropes, c'est un anastomose système copulmonaire. Lorsque j'étais à Necker, on était volontiers des inotropes après presque toutes les interventions qu'on faisait au clampage ou pas, parce que on estimait que notre objectif devait être une très bonne pression systémique et un très bon débit, et puis qu'il sera toujours temps d'arrêter les inotropes après, en réanimation. Donc, en Mainland longue, on est dans une optique un peu différente. On sait que les inotropes augmentent la consommation d'oxygène du myocarde. Donc, du coup, on est beaucoup plus réticent à mettre des inotropes de type adrénaline lorsque, entre guillemets, le bébé n'a pas besoin. Eh bien, l'anastomosystème pulmonaire, c'est malgré tout quelque chose où l'enfant ne sortira pas son adrénaline, même si on n'est pas sûr qu'il a besoin, en quelque sorte. Donc là, les inotropes, oui, obligatoires. Et je dirais toujours un fond d'adrénaline lorsque vous faites une anastomose. Vous ne savez jamais, ça varie tellement vite, vous ne savez jamais dans quel sens va aller le débit pulmonaire. Et donc, c'est assez obligatoire. Alors, si c'est une ouverture VDAP, c'est beaucoup plus stable. Et c'est un peu ce qu'on a dit hier. Un Norwood qui a un anastomosystème copulmonaire est beaucoup plus fragile qu'un Sano qui a un tube VDAP. Donc, c'est valable ici aussi, même si ce n'est pas des chirurgies d'une complexité telle. L'anastomose est beaucoup plus casse-gueule, entre guillemets, que l'ouverture VDAP. L'ouverture VDAP est plus proche de la physiologie. Le débit dans l'artère pulmonaire est stable parce que le conduit le tube qu'on met est directement sur le ventricule droit. Donc c'est un flux pulsé, voilà, il y a moins d'interposition de tuyaux entre la pression driver, la pression systémique et la pression pulmonaire. Et puis, même si vous avez des excellents échographistes, surveillez quand même le ECG si vous avez fait une ouverture VDAP, qui n'est pas bêtement une petite fistulette qui soit passée inaperçue, même si anatomiquement, Fanny vous a convaincu qu'il y a des formes où il n'y a pas de fistule. Les bonnes formes, il n'y a pas de fistule. Bon, le partage entre les bonnes formes et les mauvaises formes est toujours fait par l'échographiste, donc c'est assez subjectif. Alors, je sais que vous avez eu un cours sur les anastomosystèmes copulmonaires qui est fait à Bordeaux. Je me permets de revenir juste avec 3 plaques. Donc, l'effet de l'hématocrite sur les résistances vasculaires pulmonaires, c'est l'effet, comme vous voyez sur ce schéma, est exponentiel. Donc, du coup, c'est un excellent moyen de réduire le débit à travers une anastomose trop généreuse, le fait d'augmenter l'hématocrite. Le pH, l'effet du pH sur la résistance vasculaire pulmonaire, pareil, c'est une plaque que j'ai déjà montrée à la fin du cours sur la CEC.
regarder l'effet de la PO2 sur l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, il faut vraiment que l'enfant soit très hypoxémique avec une PO2 inférieure à 50 pour que les résistances commencent à augmenter. On est rarement avec des PO2 à 50. J'espère que vous êtes d'accord. Alors que regardez l'effet du pH, une augmentation une diminution du pH de 0,1 a un effet de doublement, voire triplement, lorsqu'on est à des pH très bas, des résistances vasculaires pulmonaires. Donc là, votre pH doit être sous contrôle. Si votre anastomose hypodébite avec des pH plutôt alcalins, 7,4. Si elle hyperdébite, on ne va pas non plus le rendre acide, mais c'est plutôt entre 7,3, 7,3,5, 7,35, voyez. C'est un facteur majeur de contrôle du débit à travers une anastomose. Bien sûr, ce n'est pas l'anastomose qui joue, c'est les résistances vasculaires pulmonaires, mais c'est les résistances pulmonaires qui contrôlent en fait votre débit à travers l'anastomose. Et donc là, il va falloir faire des gaz du sang très régulièrement au départ, au bloc, toutes les, je sais pas, je dirais toutes les 10-15 minutes dans un premier temps. Et ensuite, bien sûr, une fois que la situation se stabilise, espacer et puis aller en réanimation. Et puis enfin, l'effet de la ventilation mécanique sur la résistance vasculaire pulmonaire, là aussi l'effet est très marquant. On est bien lorsqu'on est à la CRF et on n'est pas bien lorsqu'on est hypoventilé parce qu'on ratatine une partie du poumon et on n'est pas bien lorsqu'on hyperventile puisqu'on surdistance certaines alvéoles et donc du coup on ratatine, enfin, oui, on occlue les artérioles alvéolaires. Donc, 6 à 8 millilitres de volume courant, c'est ce que est toujours préconisé. Alors, deux situations où on peut se trouver avec une anastomose, soit elle s'est obturée, elle s'est occluse, donc elle devient inefficace. Et là, vous le voyez tout de suite, c'est ce signe les signes s'installent très rapidement, l'enfant est en train de mourir sous vos yeux, et donc là, il n'y a pas de doute. Et donc, évidemment, le souffle disparaît, le signal Doppler en écho disparaît. Et là, il faut faire un bolus d'héparine le plus vite possible. Il faut remplir très, très vite. C'est une cardiopathie droite, donc du coup, il faut augmenter la précharge du ventricule droit pour que ça pousse dans le poumon, pour que le VG soit préchargé. Il faut augmenter brutalement les pressions systémiques. Pourquoi? Parce que c'est la pression systémique qui est le driver de flux à travers l'anastomose et donc du flux pulmonaire. Donc, il faut faire un bolus d'inotrope. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sortir du bloc avec une anastomose sans avoir l'adrénaline qui est en train de passer à tout petit débit, mais que vous ayez la chose connectée au malade. Il faut mettre la FiO2 à 100% et puis plus ou moins de l'ENO, mais l'habitude, c'est surtout avec ces trois choses-là, vous devez arriver à faire passer et reperméabiliser votre anastomose. Donc en fait, la plupart du temps, elle n'est pas occluse par un thrombus, heureusement. Si c'est le cas, à ce moment-là, la situation, bon, l'héparine vous allez essayer la désobstruer, mais c'est surtout le chirurgien qui va la désobstruer et voir au lit du malade, puisqu'il va ouvrir votre malade tout de suite et en massant l'anastomose, il va, tant pis, envoyer quelques emboles dans le poumon, mais au moins désobstruer votre anastomose. La plupart du temps, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est parce que votre malade s'est un tout petit peu réveillé. Les résistances vasculaires pulmonaires ont augmenté parce qu'il a eu peut-être mal, froid, voilà. Et à ce moment-là, l'anastomose ne passe plus. Et ça, par contre, ça, c'est assez facile avec ces manœuvres de rétablir le flux à travers l'anastomose. Alors, l'hyperdébit à travers l'anastomose, ça, c'est la situation la plus fréquente.
Et malheureusement, les signes sont beaucoup plus difficiles à reconnaître. Et ce sont des signes qui s'installent progressivement. Et souvent, ça arrive quelques heures plus tard, on a la fausse impression que la situation est stable, que tout va bien, et on quitte un peu la chambre de l'enfant, on commence à faire le tour pour voir les autres, et puis lui, il se met en hyperdébit progressivement. Donc, comment on le reconnaît? Une saturation qui est un peu trop élevée, alors que quand vous avez baissé la FiO2 et que vous êtes déjà en 21%, et ben, il a toujours une saturation un peu trop élevée. Alors, il faut surtout pas se dire, quand on a une bonne saturation comme ça chez un enfant avec une anastomose, que bon, bah, puisqu'il est bien, je vais le laisser se auto-réguler. Surtout pas, parce que s'il est en hyperdébit, il va hyperventiler aussi. Donc, il va se mettre en hypercapnie et il y a un cercle vicieux qui va s'installer. Cette hypocapnie va augmenter encore plus le débit à travers l'anastomose via la réduction des résistances vasculaires pulmonaires. Et très progressivement, il va se noyer. Donc, si vous avez une très belle saturation, trop belle saturation, que vous êtes déjà en air ambiant et qu'elle est toujours trop belle, il faut surtout pas extuber le malade. Il faut reprendre la main et reprendre le contrôle sur les résistances vasculaires pulmonaires. Alors après, il y a aussi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il hyperdébite? Eh bien, il se met en insuffisance cardiaque. Donc, vous qui avez maintenant compris que mettre une NIR systémique et une NIR cérébrale, c'est une très bonne façon de surveiller le débit systémique, vous allez très vite le voir parce que vous allez avoir le gradient somato-cérébral qui va s'inverser. Et donc là, bien sûr, c'est un signe d'hyperdébit à travers l'anastomose. Il va y avoir un OAP, mais l'OAP, vous le verrez que le lendemain sur la radio, donc il ne faut pas compter là-dessus. Il va y avoir des signes d'insuffisance cardiaque, oligoanurie, acidose. Et puis là, il va falloir tout faire pour réduire le débit à travers l'anastomose. Et comment vous le faites? Ben, soit en diminuant les résistances en augmentant pardon, les résistances vasculaires pulmonaires, en augmentant la, 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 la viscosité du sang et en hypoventilant le malade. Donc là, vous avez le droit d'avoir des capnies élevées et vous avez le droit d'avoir 7,3 de pH. Et si ça ne suffit pas, c'est reprise chirurgicale. Qui est plus facile à faire, mais on peut garder un clip sur l'anastomose pendant des semaines, soit mettre carrément, reprendre et mettre un tube d'une taille inférieure. La plupart du temps, j'ai vu des chirurgiens plutôt mettre un clip latéral sur l'anastomose pour réduire partiellement sa taille. Et donc, je remontre la plaque que je vous ai montrée hier et n'hésitez pas d'utiliser le BNP. Ça varie tellement vite dans les heures qui suivent la moindre manœuvre pour diminuer, augmenter le débit à travers le shunt, que c'est une aide extrêmement précieuse. Et donc, si on met par contre un tube VDAP, on n'a pas toutes ces émotions puisque la situation est beaucoup, beaucoup plus stable. Et donc, cette plaque qu'on a déjà vue hier, quels sont les avantages, les inconvénients? Donc, hier, on avait mis là Norwood et là, on avait Sano, mais c'est le même principe. Dans un Norwood, il y a un anastomose et dans le Sano, il y a un tube VDAP. Et donc, les avantages et les inconvénients, c'est les mêmes. L'anastomose, la plupart du temps, nous permet d'éviter une CEC, alors que si on fait une ouverture VDAP, c'est obligatoire. Heureusement, sans clampage, mais c'est quand même une CEC. Alors, le gros avantage de l'anastomose, c'est que l'anneau pulmonaire reste intact. Tout à l'heure, je vous ai dit brièvement comment on faisait une ouverture VDAP. On fait la commissurotomie valvulaire et ensuite on continue à couper en coupant y compris l'anneau. Bah, cet anneau, il restera coupé à vie. On ne va jamais pouvoir le reconstituer.
Et donc, ce patient, bah, il gardera une fuite pulmonaire. Et donc, très probablement, lorsqu'il arrivera à l'âge adulte, il va avoir besoin d'une valve pulmonaire percutanée. Alors que si on a fait une anastomose, bah, s'il garde son anneau pulmonaire intact, il va peut-être avoir une fuite pulmonaire moins importante. Donc, c'est un des avantages non contestables de l'anastomose. Alors, les inconvénients, donc, comme je viens de dire, il est beaucoup plus difficile à équilibrer. Et puis, il a un mauvais rendement en termes d'oxygénation. Alors, hier, lorsqu'on a parlé du Norwood et du Sano, cette question ne se posait pas. De toute façon, c'était une cardiopathie à sang mélangé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on a surtout dans la psy bipartite, il y a deux ventricules, il y a deux circulations. C'est pas un sang mélangé, c'est pas une cardiopathie à sang mélangé. Donc là, le rendement en termes d'oxygénation nous intéresse. Et donc, lorsque vous faites une anastomose, bah, vous envoyez dans le poumon du sang oxygéné. Certes, il n'est pas oxygéné à 100%, puisque tant qu'on a une anastomose, on ne sature pas à 100%, mais ce n'est pas du sang à 70% de saturation. Alors que lorsque vous faites une ouverture VDAP, bah, vous êtes plus proche de la situation physiologique où c'est du sang désaturé qui est envoyé dans le poumon. Alors, lorsque vous faites une anastomose, bah, elle s'établit entre le tronc brachiocéphalique et les artères pulmonaires. Et donc déjà dans le tronc brachiocéphalique, le flux est moins pulsé. Lorsqu'il traverse l'anastomose, quand il arrive dans les artères pulmonaires, il est quasiment pas. Je sais, mais je sais que ça passe mal, mais je sais pas bien. Bon. Donc lorsqu'on fait une ouverture, on n'a pas compris les 2 dernières minutes. Ok. Est-ce que là vous m'entendez? Oui, ok. Donc, vous m'avez dit que vous n'avez pas entendu les 2 dernières minutes.
Donc, j'étais en train de dire que bah, lorsqu'on fait une anastomose, donc le flux est continu dans l'artère pulmonaire parce que avant d'arriver au poumon, bah, ça arrive dans le tronc brachiocéphalique et ensuite ça traverse l'anastomose. Et donc, lorsque ça arrive dans les AP, le flux n'est plus pulsé et les artères pulmonaires grandissent moins bien avec un flux non pulsé. Alors que lorsqu'on fait une ouverture VDAP, le flux est pulsé puisqu'il vient directement du ventricule droit et que le devenir des AP est meilleur. Ensuite, je disais qu'il y a un mauvais rendement en termes d'oxygénation. C'est que lorsqu'on fait une anastomose systémico-pulmonaire, la saturation du sang qui arrive dans le poumon est la saturation systémique, qui certes n'est pas à 100%, mais qui n'est quand même pas à 70% non plus. Donc, en termes de rendement d'oxygénation, c'est moins bien. Alors que lorsqu'on fait une ouverture VDAP, c'est plus physiologique. Le sang qui arrive dans les artères pulmonaires, c'est du sang désaturé qui vient du cœur droit. Donc, c'est du 70%. Le rendement est meilleur. Donc, lorsqu'on fait une anastomose, il y a un vol diastolique important. Donc, on a vu hier, on a évoqué le risque de entérocolite, mais il y a aussi un risque d'ischémie myocardique, puisque le myocarde est vascularisé et perfusé en diastole, et ce n'est pas le cas lorsqu'on fait une ouverture VDAP. Il y a un risque de déformation des branches pulmonaires aussi, avec une anastomose, puisque la paix est branchée au tronc céphalique, avec le rapport change un peu. Alors qu'avec le TVP, c'est beaucoup moins. Lorsqu'on fait une anastomose, il y a pratiquement systématiquement, lorsqu'on reprend le malade pour faire la carbopulmonaire par exemple, il y a une plastie quasi obligatoire de la bifurcation pulmonaire et de l'artère pulmonaire droite. Alors que lorsqu'on fait une ouverture VDAP, cette plastie n'est pas quasiment jamais nécessaire. Et puis enfin, le patient doit garder ses antiagrégants, ce qui n'est pas le cas avec l'ouverture VDAP. Alors, le gros désavantage de l'ouverture VDAP, c'est ce patch transannulaire. On a ouvert l'anneau pulmonaire, il restera ouvert à vie et un jour, il va falloir faire un remplacement valvulaire pulmonaire, percutané ou chirurgical. Enfin, l'ouverture VDAP, elle est impossible s'il y a un coronaire anormal. Il peut y avoir une coronaire droite qui croise l'infundibulum et à ce moment-là, bah, on ne peut pas couper l'infundibulum, sinon on a coupé le coronaire. Et à ce moment-là, on fait, en fait, on met un conduit entre le VD et la P et on ne fait plus cette ouverture juste avec un patch. Donc, qui dit conduit, dit bah, c'est plus compliqué parce que le conduit ne va pas grandir avec l'enfant, donc il va falloir le réopérer régulièrement pour lui changer le conduit plusieurs fois avant qu'il arrive à l'âge de la maturité. Donc, c'est pas une bonne option. Et enfin, l'ouverture VDAP est interdite formellement en cas de fistule coronaire, parce que vous avez compris avec l'exposé du docteur Bajol qu'il ne faut surtout pas décomprimer le ventricule droit lorsqu'il y a des fistules. Or là, vous le décomprimez. Vous le décomprimez lorsque vous le mettez en CEC, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une canule dans les deux veines caves, il y aura plus vous allez vider votre cœur droit et à ce moment-là, bah, c'est pas, il fait tout de suite sur l'infarctus en direct avec vous. Et puis, déjà, la CEC est interdite en cas de fistule coronaire. Et puis après, bien sûr, si vous faites votre ouverture VDAP malgré tout, bah, il y a donc une diminution nette de la pression dans le VD, donc il y a l'infarctus assuré. Alors, donc, une partie de la perfusion du VG, VD dépendant, pardon, je ne sais plus ce que je voulais dire par ça. Donc, les fistules coronaires en VD, lorsqu'elles sont présentes, il est donc impossible de faire cette ouverture VDAP.
Il faut, si découvert en péropératoire après ouverture, soit au cathé, perforation, soit ouverture VDAP chirurgicale, eh bien, bon, la situation est assez critique. Ce qui vous reste à faire, c'est d'essayer par tout moyen d'augmenter la pression des perfusions coronaires par augmentation des résistances vasculaires systémiques. Donc là, c'est une situation où même moi qui suis contre la noradrénaline à fond, je la mettrai quand même parce que c'est la perfusion coronaire qui est en jeu. Augmentation importante des résistances vasculaires pulmonaires pour, pour limiter le flux, enfin oui, pour limiter le flux entérograde VDAP. Et puis augmentation de la précharge. Mais tout ça, ça ne peut être fait qu'en attendant que l'enfant retourne au bloc pour lui supprimer et pour lui refermer le VD, quoi. Et puis, n'oubliez pas que l'ECMO dans cette situation critique n'est pas une bonne option non plus. Parce que qu'est-ce que fait l'ECMO? Bah, l'ECMO fait ce que fait la CEC, décomprime le cœur droit. Et donc là, c'est exactement l'opposé qu'on veut faire. Donc, c'est le pronostic est très mal engagé s'il y a un découvert ou post-opératoire de fistule alors qu'on a décomprimé le VD. Donc, si l'enfant arrive jusqu'au bloc, il faut refermer la voie VDAP et faire une anastomose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a ce que votre collègue a évoqué tout à l'heure, c'est le shunt circulaire. Et donc, Fanny vous l'a très bien expliqué. Donc, voilà un schéma qui le montre. Donc, l'anastomose, elle est là. Et donc, on a fait à la fois une ouverture de la voie de la voie pulmonaire, à la fois une anastomose et à la fois il y a une régurgitation tricuspide. Donc à ce moment-là, il peut arriver qu'au lieu que le flux dans le cœur droit soit du ventricule droit vers l'artère pulmonaire alors attendez. Donc l'anastomose, elle doit circuler dans ce sens, donc, de la aorte, enfin de la tronc brachiocéphalique, la plupart du temps, elle est branchée là, vers les poumons. Et donc, le ventricule droit doit aussi pomper du ventricule vers le poumon. Là, il y a une espèce de compétition qui se fait. Et donc, du fait de l'augmentation de pression dans l'artère pulmonaire, puisque le canal pompe dans l'artère pulmonaire aussi, le flux peut s'inverser. Et tout ça, c'est facilité s'il y a une régurgitation pulmonaire, puisque la pression dans le ventricule droit est trop basse. Et à ce moment-là, le flux peut s'inverser et ça circule en boucle ici et ça ne va plus dans la circulation systémique. Donc, à ce moment-là, il y a un grand tableau d'insuffisance cardiaque qui s'installe et c'est très difficile à traiter parce que ce qu'on devrait faire intuitivement, c'est de diminuer très vite les résistances vasculaires systémiques pour faciliter le flux vers le systémique et diminuer le flux vers le canal. Sauf que vous êtes mis dans la situation à faire ça alors que l'enfant, il est déjà en insuffisance cardiaque, il est déjà presque en collapsus. Donc, c'est assez casse-gueule de le vasodilater en supplément pour que ça passe moins dans le canal et plus dans le systémique. Mais en principe, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui marche le mieux, c'est de vasodilater brutalement le poumon. Et donc là, avec le NO, c'est
C'est une des meilleures façons d'essayer de limiter ça, mais en fait, ça ne suffira pas. C'est forcément, il va falloir retourner au bloc. Mais en attendant d'y arriver au bloc, il faut vasodilater le poumon au maximum. Donc, je suis un peu plus sceptique par rapport à votre capacité de vasodilater la circulation systémique, mais vasodilater la circulation pulmonaire au maximum. Donc, hyperventilation, hypocapnie, au 100% d'oxygène et NO. Et avec ça, vous avez une chance d'arriver au bloc pour que le chirurgien réduit voire supprime, mais réduit d'abord la taille de l'anastomose pour que cette compétition des flux n'arrive plus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Ok. Et donc, ça, c'est donc la dernière diapo que j'ai. Et donc, le pronostic. Eh bien, donc ça sur moi, donc vous voyez, c'est pas vous comme anesthésiste qui allez suivre ces malades, mais le pronostic est évidemment meilleur lorsque on a un VD tripartite, qu'on n'a pas eu besoin de faire autre chose qu'une perforation cathé ou une ouverture VDAP chirurgicale, et là, ça se retrouve y compris lorsque vous regardez la survie en termes de procédure. Lorsque le VD est bipartite et on a fait non seulement la perforation ou l'ouverture VDAP, mais aussi une anastomose, ça se complique un peu. Ce sont des enfants qui finissent souvent avec une cave pulmonaire partielle. Et lorsque c'est unipartite, bah, ça rejoint le pronostic d'un ventricule unique, donc qui n'est pas très bon parce que, bon, certes, c'est une étude un peu ancienne. Vous voyez le pourcentage catastrophique, moins de 30% qui sont encore en vie quelques années plus tard. Bon, je suis franchement désolée pour les coupures. Je n'ai pas le contrôle de mon réseau. Est-ce qu'il y a des questions à laquelle je peux répondre? Vous êtes encore là? Donc, si on résume, un VD tripartite, si il n'y a pas de fistule, pas de circulation VD dépendante, c'est perforation, dilatation et en cas d'échec, ouverture VDAP. Oui. Si c'est un VD bipartite, on regarde s'il y a des VD dépendants, on essaye perforation, dilatation. On va faire un shunt, quel qu'il soit. Et ensuite, ça On va être maintient déjà on maintient la prostine et puis on regarde s'il a besoin d'un shunt. Donc en fait, ce qu'on fait, on fait le cathé, ensuite on maintient la prostine et puis on juge de l'efficacité lorsque la prostine est plus ou moins arrêtée et le canal est plus ou moins fermé. Et donc selon dans quel sens va le malade, on sait qu'il y a besoin ou pas de faire une anastomose tout de suite. D'accord, et ensuite, dans un troisième temps, il y aura de toute façon un DCPP. Ça dépendra du malade. En fait, Ah, la, pas la différence entre le tri et le bipartite est assez subjective. C'est une évaluation échographique. Donc, on s'adaptera. Des fois, on peut avoir des surprises. Le bipartite, en fait, n'est pas si bipartite et il n'a pas besoin de sa cave pulmonaire. Mais oui, donc, mais il y ok. en a une grosse proportion qui en ont besoin, oui. Et si on a une unipartite, c'est prise en charge d'une pathologie univentriculaire. Oui, là, et surtout s'il y a des fistules, alors là, ça se discute même pas. On part dans le ventricule unique de type gauche, et puis on fait l'anastomose, et puis on attend la cave pulmonaire.
Ok, merci. Alors, IT massif, intérêt de l'Asilix, oui, oui, mais oui, bien sûr, il aura forcément de l'Asilix s'il a un IT, mais dans la phase aiguë réanimatoire, ça va pas nous faire passer un cap, hein, ça. Il aura le l'Asilix à long cours, mais